Bien, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons comprendre la signification concrète des unités de la pression d'un gaz. Euh, les unités qui vont nous intéresser dans la leçon, c'est le bar. Un bar, ça signifie quoi concrètement? Et un pascal. Donc, on va s'intéresser à ces deux unités. Ça, c'est l'objectif de la leçon. Mais avant d'arriver là, je vais quand même vous rappeler quelle est la définition de la pression d'un gaz, hein, dans une enceinte quelconque. Ici, j'ai pris une enceinte ici. Les points noirs représentent les molécules ou les particules du gaz qui est à l'intérieur de l'enceinte. Donc, vous voyez que lorsque on comprime bien sûr le gaz qui est là, ben, on obtient, vous voyez, le deuxième schéma qui est là, à savoir que les particules maintenant, ils sont très très proches les unes des autres. Voyez? Donc là, c'est une compression. On appelle ça une compression du gaz. Donc si on comprime le gaz, c'est une compression du gaz. Donc la compression du gaz entraîne une augmentation de la pression. Donc là, on peut vérifier ça avec une pompe à vélo, par exemple. Si vous bouchez, par exemple, la sortie de l'air et que vous comprimez l'air qui est à l'intérieur, bien sûr, de la pompe à vélo, eh bien, il arrive un moment où on ne peut plus comprimer le gaz. Pourquoi? Parce que la pression qui est à l'intérieur, elle est devenue tellement grande que, avec notre force, on ne peut pas vraiment la vaincre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a rapproché les particules ou bien les molécules de l'air tellement près les unes des autres qu'on ne peut plus aller au-delà. Bon, là, je suis en train d'expliquer un petit peu la pression d'un gaz. En fait, elle est due au mouvement des particules dans l'enceinte ou dans le récipient dans lequel se trouve le gaz. Regardez l'animation qui suit. On remarque, bien entendu, dans l'animation qui vient de passer, que la pression n'est rien d'autre que le choc des particules sur les parois. Vous voyez? Mais ce sont des chocs qui ne s'arrêtent jamais parce que les mouvements ils sont en perpétuel mouvement. Et par conséquent, l'addition de ces chocs sur la surface, c'est ça qui représente bien sûr la pression du gaz sur la surface. Donc, vous voyez, je vais représenter ici en rouge. Vous voyez la surface de gauche. Admettons, je m'intéresse à cette surface qui est là, par exemple. Vous voyez la surface qui va de là jusque là. Et bien, sur cette surface, il y a une infinité de chocs de ces particules sur la surface. Et qu'on peut représenter par des petites forces comme ça, sur toute la surface, vous voyez, comme ça. Et ces forces-là, je vais les représenter par une seule force résultante. C'est comme s'il s'agit de la somme de toutes ces petites forces que je peux représenter au centre, si vous voulez, comme ça. Et j'appelle cette force grand F, vous voyez, qui agit sur la surface S. Cette représentation, bien entendu, se trouve sur toutes les surfaces de l'enceinte. Pareil dans cette enceinte aussi, hein, même si le gaz est comprimé, seulement la force qui a cette longueur ici, elle est encore plus grande que cette force. Pourquoi? Parce que la pression augmente, hein, parce qu'il y a une compression. Donc sachez que le contraire de la compression du gaz, hein, c'est la dilatation du gaz. C'est-à-dire que je peux prendre 2 fois ce volume, par exemple, et par conséquent, les particules elles vont être très très loin les unes des autres,
et que le choc va être plus faible que dans cette enceinte-là. Bien, voilà, je suis en train de vous expliquer un petit peu l'origine de la pression, bien sûr, d'un gaz quelconque hein, dans un récipient. Et quelle est alors la formule qui va nous donner, bien sûr, la valeur de la pression, admettons, sur la surface S? Eh bien, sachez que cette formule-là, vous l'aviez déjà vue, on note P égale à une force divisée par une surface. Donc, voilà la définition, bien sûr, de la pression sur une surface donnée d'un gaz. Bien entendu, ici, je parle bien sûr d'un gaz quelconque, hein, parce que là, je ne fais pas l'étude des gaz, parce que, bon, l'étude des gaz, hein, vous avez les gaz parfaits, les gaz réels, et chaque, bien sûr, type de gaz, on trouve des équations, on trouve un formalisme mathématique qui explique un petit peu, bien sûr, le comportement du gaz. Mais ça n'est pas, bien sûr, l'objectif ici. L'objectif, c'est d'expliquer concrètement un bar et un pascal. Mais avant cela, bien sûr, je passe par la définition quand même de la pression. Bien, quelles sont les unités alors dans cette formule? Donc sachez que F, bien sûr, c'est une force, donc c'est Newton hein, dans le système international. S, c'est mètre carré. Et donc dans ce cas-là, la pression, elle est donnée en pascal. P majuscule, A minuscule. Donc sachez que Pascal, c'est en hommage à un physicien, mathématicien français qui s'appelle Blaise Pascal, hein, du XVIIe siècle, voilà, qui a travaillé beaucoup sur les mathématiques, sur la physique, qui a écrit beaucoup de livres aussi. Hein. Donc voilà, donc 1 Pascal est égal à 1 Newton divisé par 1 mètre carré. Donc là, maintenant, on va voir que représente un pascal. Vous voyez, ça c'est la première chose qu'on va comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que 1 pascal, je vais l'écrire comme ça, 1 pascal est égal à 1 newton par 1 mètre carré. Qu'on peut écrire aussi comme ça, c'est 1 newton par mètre carré. Bien entendu, si on lit cette représentation, cette formule avec la valeur, ça va. Quelle est la signification alors de 1 newton par mètre carré? Ça représente quoi pour nous? Vous voyez, c'est ça qui est important. Hein? Sachez que l'unité de la pression dans le système international, bien sûr, hein, c'est le pascal. Donc ça, c'est le système international pour la pression. Parce qu'elle est donnée, bien sûr, avec 2 unités du système international. Donc on va voir, bien sûr, la signification du pascal quand on l'écrit de cette façon-là. Avant cela, juste un petit complément sur la pression. Quels sont les appareils qui nous permettent de mesurer la pression? Donc la pression, on peut la mesurer à l'aide d'un manomètre. Bon, un manomètre, c'est un instrument qui permet de mesurer la pression. Faites attention que le baromètre, ça ne mesure que la pression atmosphérique. Donc faites attention à ça, la pression atmosphérique. Donc, si un jour on vous parle d'un baromètre, c'est pour mesurer la pression atmosphérique. Par contre, un manomètre permet de mesurer la pression dans n'importe quelle enceinte. Que ce soit des bouteilles, que ce soit dans un pneu d'une voiture, ou le pneu d'un vélo, voilà. Donc ça s'appelle un manomètre. Et le baromètre, faites attention, c'est pour la pression atmosphérique. Donc maintenant, nous allons passer bien sûr à l'explication du pascal. P égale à F sur S.
avec les unités qu'on vient de voir, Newton, mètre carré, Pascal. Donc, d'après cette écriture, 1 Pascal est égal à 1 Newton par mètre carré. Que représente alors 1 Pascal maintenant concrètement? Que représente 1 Pascal? Que représente 1 Pascal? C'est ça l'intérêt de la leçon, vous voyez? Si vous dites à quelqu'un, j'ai 5 Pascal, ok? Donc ça veut dire 5 newtons par mètre carré, d'accord? Mais ça représente quoi pour nous, si vous voulez, concrètement? Donc concrètement, il faut savoir une chose, c'est que les newtons, pour trouver l'équivalent en masse, on utilise la relation P égale à M fois G. Faites attention là, ça c'est le poids maintenant. C'est le poids qui est une force en newton. À ne pas confondre avec la pression. Bien. Donc, P égale à M fois G. Donc moi j'ai envie de savoir 1 newton. Vous voyez, regardez, je prends G. Je vais prendre G à peu près 10 newtons par kilogramme. Ou bien 10 mètres par seconde carrée aussi. Hein. C'est la deuxième unité, hein, c'est pareil. Donc maintenant, si je remplace P par 1, donc 1 égale M que je cherche fois 10. Donc, la masse égale 1 divisé par 10. Donc, ça veut dire 0,1. Mais 0,1 quoi? 0,1 kg. Faites attention à ça, parce que dans cette relation, je vais le mettre en rouge. Bien sûr, la masse c'est en kilogrammes. Et puis G, il est donné avec l'unité qui est là. Bien. Déjà, on arrive à une information intéressante. C'est-à-dire que 1 newton, c'est l'équivalent, bien sûr, d'une force exercée par 0,1 kg qui est égal à 100 grammes. Voilà la première information importante que je vais encadrer. Si vous avez une masse qui appuie sur vous, par exemple, de 100 grammes, ça veut dire qu'il exerce sur vous une force de 1 newton. Donc voilà l'information à partir de laquelle on va avancer. Donc on est arrivé à quelle information? On est arrivé à l'information suivante, à savoir 1 newton. Hein, c'est une force équivalente à 100 grammes. Donc, qu'est-ce que j'ai comme définition de Pascal? C'est 1 newton par mètre carré. Bien, ici, j'ai représenté une surface, on va dire, de 1 mètre carré, c'est-à-dire 1 mètre sur 1 mètre. Donc ça, c'est 1 mètre carré. Donc S, c'est 1 mètre carré. Et sur ces 1 mètre carré, il y a 100 grammes. Donc imaginez que vous avez 100 grammes de sable, par exemple, et que vous allez la répartir de façon uniforme sur cette surface. Donc je vais le faire. Hein, admettons, hein, vous avez 100 grammes de sable, de neige ou de n'importe quel... Voilà. Donc voilà, j'ai réparti ici 100 grammes de sable, par exemple. Vous voyez, de sable sur 1 mètre carré. Donc sachez que la sensation, bien sûr, qu'on ressent avec
cette répartition, c'est le pascal. Donc vous imaginez, vous avez 1 mètre carré et vous répartissez 100 grammes. Hein? Je parle de sable, pourquoi? Parce que le sable, on peut la répartir de façon uniforme. C'est ça l'intérêt d'un matériau comme le sable, la farine, la neige, ou tout ce que vous voulez. Hein? On répartit ça sur 1 mètre carré, et bien la sensation de la pression sur cette surface, ça correspond au pascal, vous voyez? Donc vous voyez que c'est une pression très très faible quand même, ce n'est pas une pression grande, vous voyez? Et alors, si maintenant on convertit les 100 grammes par mètre carré, sur 1 centimètre carré, ça va nous donner quoi? Donc vous voyez que 1 mètre carré, regardez, 1 mètre carré égale à 10 puissance 4 centimètres carrés. Donc, on va diviser 100 grammes, vous voyez, 100 grammes, divisé par 10 puissance 4 centimètres carrés. Et donc, ça va me donner 10 moins 2 grammes par centimètre carré. Et 10 moins 2 grammes, c'est égal à combien? C'est égal à 10 milligrammes par centimètre carré. Donc vous voyez que 1 pascal, c'est 100 grammes par mètre carré, ou bien 10 milligrammes par centimètre carré. Voilà la signification concrète du pascal. Vous voyez que c'est la pression d'une masse de 100 grammes sur une surface de 1 mètre carré. Donc on imagine 1 mètre carré quand même, c'est une surface assez grande. Ou bien 10 milligrammes sur 1 centimètre carré. Vous voyez ici par exemple, chaque centimètre carré, vous voyez, si je décompose ici en centimètres carrés là, vous voyez, donc chaque centimètre carré, il y a 10 milligrammes de masse, vous voyez, 10 milligrammes par centimètre carré, vous voyez. Voilà la signification du pascal. Donc, on arrive à dire que 1 pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Donc, c'est 100 grammes répartis sur S égale à 1 mètre carré, voyez, ou 10 milligrammes sur une surface de 1 centimètre carré. Vous voyez que, voilà, ça vous donne une idée sur la sensation qu'on peut ressentir si on a cette masse sur 1 centimètre carré de notre peau, par exemple. Vous voyez? Maintenant, quelle est la signification? Que signifie un bar maintenant? Que signifie un bar? Un bar de pression, bien entendu. Donc sachez qu'il y a plusieurs définitions d'abord issues de la physique, et après on verra la signification bien sûr concrète. Bon, tout d'abord, un bar, c'est pas l'unité du système international de la pression, faites attention, c'est le pascal. Et donc un bar normalement c'est 10 puissance 5 pascal. Vous voyez que le pascal, il est faible, voilà les masses qui le concernent. Et le bar, c'est 100 000 fois, voilà, le bar, il est défini comme ça. Ou bien un bar, par définition, c'est 1 décanewton par centimètre carré.
Vous voyez? Au lieu que 1 newton par mètre carré, c'est le pascal, un bar, c'est 1 décanewton par centimètre carré. Bien, je vais d'abord exploiter la première formule et après la deuxième, et on va voir que c'est la même chose. Donc, un bar, par exemple, correspond à quelle masse? 10 puissance 5, donc c'est 10 puissance 5, 10 puissance 5 fois 100 grammes si je parle d'un mètre carré, ou bien fois 10 mg si je parle de centimètre carré. Donc, puisque là, il y a le centimètre carré, je vais prendre l'unité centimètre carré. Donc, un bar, il correspond à une masse de 10 puissance 5 fois 10 mg, c'est bien sûr 10 moins 2 grammes. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 puissance 3 grammes. Et ça, c'est 1 kg. Vous voyez, c'est 1 kg par centimètre carré. Vous voyez, par une surface de 1 centimètre carré. Donc, un bar, il correspond à 1 kg par centimètre carré. Vous voyez? Et je rappelle que 1 pascal, on vient de le voir, ça représente 10 mg par centimètre carré. Donc, vous voyez un peu la différence entre les deux. C'est énorme. D'accord? Vous avez une surface de 1 cm carré, petite surface de 1 cm sur 1 cm, et sur cette surface, il y a une masse de 1 kg qui s'exerce sur cette surface. Si c'est le cas, eh bien, c'est le bar. C'est-à-dire la pression qu'on ressent, c'est 1 bar. Si c'est 10 mg, eh bien, c'est 1 pascal. On va voir ça juste après. Maintenant, si je prends la définition 1 décanewton par centimètre carré. Donc ça, c'est la première définition concrète à partir de la conversion d'unité qu'on vous donne à chaque fois. Maintenant, si je prends 1 décanewton, ça fait combien de newtons? Ça fait 10 newtons. Et donc, si je prends P égale à M fois G, donc la masse M va être égale à P sur G. Donc, est égal à 10 divisé par 10. Je prends G10 pour simplifier les calculs. Donc, ça me donne 1. Mais 1, quelle unité? 1 kg. Donc, vous voyez que là aussi, et heureusement d'ailleurs, on trouve que 1 bar, c'est 1 kg. Donc, 1 kg, c'est 1 décanewton par centimètre carré. Vous voyez bien que sur 1 cm carré, il y a la pression de 1 kg. Et après ça, on va parler bien sûr de la pression atmosphérique, qui est à peu près 1 bar, et on va voir un petit peu les conséquences de la pression atmosphérique sur notre corps, par exemple. Vous voyez? Donc, je vais résumer un petit peu ce qu'on vient de voir concrètement, c'est-à-dire l'équivalence entre les unités de la pression et les masses qu'il faut exercer pour retrouver ces unités-là. Bien, pour résumer un peu ce qu'on vient de voir, ici j'ai pris un système dont la section, bien sûr, fait 1 cm carré. Vous voyez? Donc, si je le remplis par de l'eau, par exemple, ou n'importe quel produit, pour avoir 1 pascal, il faut le remplir avec une masse M égale à 10 mg. Vous voyez? Donc, si on a 10 mg dans le tube, admettons, ça arrive jusque-là,
Eh bien, la pression qu'on ressent, bien sûr, en bas, c'est-à-dire sur la surface de 1 cm², ça représente 1 pascal. Vous voyez? Bien entendu, si on met 20 mg, ça fait 2 pascal, etc., etc. Mais la définition de 1 pascal, c'est 10 mg, bien sûr, pour S égale 1 cm². Vous voyez? Donc, je vais représenter en rouge pascal, donc on met 10 mg de masse. Dans ce cas-là, on a 1 pascal à la surface inférieure, bien sûr, qui représente 1 cm². Maintenant, si je veux, bien sûr, que sur la surface inférieure, j'ai la sensation d'un bar. Un bar. Eh bien, il faut une masse M de 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes, pour la même surface. Donc ça veut dire que je vide ce que j'ai mis et je remplis le tube par une masse de 1 kg. Dès que j'arrive à 1 kg, la pression qui est sur la surface inférieure, de 1 cm², représente un bar. Vous voyez? Donc, pour résumer, 1 pascal, elle correspond à 10 mg de masse par cm², et puis un bar, 1 kg sur 1 cm². Vous voyez? Voilà la signification concrète, bien sûr, du bar et du pascal. Bon, maintenant, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, la pression atmosphérique, normalement, elle est de 1,013 bar. Par la suite, je vais la prendre égale à 1 bar pour simplifier un petit peu les calculs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, que sur notre corps, il s'exerce par cm² de notre corps, il y a l'équivalent d'une masse de 1 kg, qui représente la pression atmosphérique. Vous imaginez un petit peu, vous allez voir, on va calculer la masse totale sur notre corps et vous n'allez pas, bien sûr, le croire. La pression atmosphérique égale 1 bar au niveau de la mer, et sachez qu'elle varie en fonction de l'altitude. Sachant que la surface moyenne d'un être humain, vous voyez la surface moyenne, je vais prendre la surface moyenne d'un être humain, adulte bien sûr, d'un être humain adulte, à peu près 1,7 mètres carrés. Vous voyez, si on additionne tous les centimètres carrés, bien sûr, dans notre corps, on va arriver à une surface à peu près de 1,7 mètres carrés. Donc, cette surface, donc 1,7 mètres carrés, ça donne 1,7 fois 10 puissance 4 cm². Donc, sachant que 1 bar, ça correspond à 1 kg par... Or, 1 bar, c'est 1 kg par cm². Donc, notre corps supporte une masse de 1,7 fois 10 puissance 4 kg.
Bien entendu, ce qui fait à peu près 17 tonnes. Vous imaginez un petit peu sur notre corps actuellement, hein, on a une masse de 17 tonnes si bien sûr on additionne, hein, toutes les masses exercées sur notre surface. C'est-à-dire notre surface, centimètre carré par centimètre carré, eh ben, il y a une addition des kilogrammes, bien sûr, due à la pression atmosphérique, et on arrive à 17 tonnes globalement, et pourtant, on ne s'écrase pas. Et pourtant, on ne s'écrase pas. Alors, pourquoi et comment? Donc, on va expliquer un petit peu ça de façon simple. Donc, on vient de voir que notre corps supporte notre corps supporte une masse de 17 tonnes due à la pression atmosphérique. Due à la pression atmosphérique qui est égale à 1 bar. Donc cela est dû tout d'abord à notre corps, vous voyez? Donc le corps est rempli de liquide incompressible, est rempli de liquide par exemple le sang, etc., etc., incompressible, hein, qui s'adapte à la pression extérieure. Donc il ne s'écrase pas, c'est-à-dire le corps, il ne s'écrase pas. Euh, Ajoutons à cela des cavités euh, contenant de l'air, par exemple au niveau des oreilles, par exemple, vous avez les poumons. Donc, des cavités contenant de l'air, oreilles, poumons, et qui s'ajustent activement. Et qui s'ajustent, ça veut dire qu'ils s'adaptent bien sûr à la pression extérieure, et qui s'ajustent activement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a un réajustement, bien sûr, de la pression de l'air dans ces cavités-là, qui équilibre, bien sûr, la pression extérieure. Donc, quand on respire, par exemple, hein, la respiration, bien sûr, fait entrer de l'air dans les poumons, et donc, il y a un ajustement de la pression atmosphérique. Donc, à chaque fois qu'il y a respiration, il y a équilibre, bien sûr, entre l'air qui est dans les cavités et puis l'air qui est à l'extérieur. Donc, grâce à la respiration, il y a équilibre à chaque instant, équilibre de l'intérieur de ces cavités, de l'intérieur de ces cavités avec l'extérieur. Vous voyez, c'est-à-dire les pressions s'équilibrent activement et en permanence à chaque respiration avec l'extérieur. Donc vous voyez bien que notre corps, il est bien fait pour contrer, bien entendu, cette pression qui est énorme, qui est de 1 bar, hein, tout simplement, mais qui est énorme pour notre corps.
Donc vous voyez bien que notre corps il est bien fait pour bien sûr s'adapter à cette pression qui est de 1 bar, parce que l'intérieur du corps il est bien adapté et se réajuste en permanence pour équilibrer la pression extérieure. Vous voyez? Hein, malgré la masse énorme qui est sur nous, on ne s'écrase pas, bien entendu, grâce à ces réajustements et grâce à cet équilibre intérieur du corps et l'extérieur du corps. Vous voyez? Ça, c'est très important. Maintenant, bien sûr que à chaque fois qu'il y a modification de la pression extérieure, hein, vous voyez, quand la pression, bien sûr, elle est stable à 1 bar et qu'on est dedans, eh ben, le corps il est adapté à cette pression et on ne sent pas de problème, bien sûr, concernant notre corps. Vous voyez, des problèmes, soit des maux de tête, soit des oreilles qui sont bouchées ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on vit normalement. Mais dès qu'il y a une modification de la pression extérieure, eh ben, le corps doit s'adapter à cette modification. Et comme le corps il ne s'adapte pas instantanément à ces modifications, hein, il lui faut un peu de temps pour s'adapter, ben, on a des sensations un petit peu bizarres un certain temps, et après, bien sûr, ces sensations disparaissent. Hein, je vais vous expliquer deux choses. Lorsqu'on monte, par exemple, en altitude, ou bien lorsqu'on voyage dans un avion, hein, lors du décollage et lors de l'atterrissage, hein, il y a toujours des sensations un petit peu bizarres concernant, bien sûr, le corps, et cela est dû à des modifications de la pression extérieure, bien entendu, parce que la pression extérieure change avec l'altitude. Vous voyez que la pression, bien sûr, plus on monte en altitude, plus la pression diminue. Ah ben, pourquoi? Parce que l'air se raréfie, par conséquent, la pression va baisser. Bien, qu'est-ce qui se passe maintenant en altitude? Montagne, par exemple. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, la pression diminue. Donc, la pression atmosphérique diminue. Donc, la pression aussi de l'oxygène, c'est-à-dire de dioxygène, diminue aussi. Et donc, il y a moins d'oxygène dans le sang. Et donc, il y a moins d'oxygène dans le sang. Et ça, c'est bien sûr au début le temps que le corps s'adapte un petit peu avec cette modification de la pression, vous voyez? Donc, s'il y a moins d'oxygène dans le sang, parce que la pression, bien sûr, de l'oxygène diminue, etc., eh ben, on a des sensations quand même bizarres, soit des maux de tête, par exemple, hein, maux de tête, euh, vertige, hein, vertige, par exemple, hein, on a des vertiges, on a aussi une fatigue, hein, on sent une fatigue. Donc, il y a pas mal de sensations, hein, des nausées aussi, hein. Donc, on a pas mal de sensations à cause de cette modification de la pression extérieure, bien sûr, sur le corps. Et donc, le corps, bien sûr, a besoin d'un temps d'adaptation, hein, pour que la pression à l'intérieur du corps, hein, s'équilibre avec la pression, bien sûr, extérieure, hein, dans laquelle on se trouve. Mais parfois, quand on a moins d'oxygène dans le sang, parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air, eh ben, les sensations, etc., ben, on les ressentira toujours du moment qu'on n'a pas assez d'oxygène, bien sûr, hein, dans le sang. La deuxième sensation, c'est le voyage en avion, hein. Donc le voyage en avion, alors qu'est-ce qui se passe? Euh, on appelle ça une trompe de stage, vous voyez? Ah, je vais vous expliquer ça, trompe de Stache. Donc, il relie bien sûr l'oreille à la gorge. Donc,
Il relie l'oreille à la gorge. Comme le montre le schéma qui va suivre, sur les schémas qu'on vient de voir, bien sûr que la trompe d'Eustache, normalement, elle est fermée. Donc, elle est fermée et il s'ouvre, hein, d'après les schémas. Donc, elle est fermée. Donc, il s'ouvre dans deux situations. Donc, il s'ouvre lorsqu'on avale ou bien lorsqu'on baille, par exemple. Si on baille, eh ben, il va s'ouvrir aussi. Donc, s'il reste fermé, par exemple, ben, l'air qui est à l'intérieur de cette trompe va avoir une pression différente de la pression extérieure, puisqu'il n'y a pas adaptation du corps. Et cela équilibre la pression extérieure, vous voyez? La pression extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il s'ouvre, de l'air à la pression, bien sûr, atmosphérique, rentre dans la trompe, et par conséquent, il y aura à chaque fois équilibre de la pression dans la trompe et à l'extérieur aussi. C'est-à-dire on aura la même pression, il y aura équilibre. Quand il s'ouvre, dans l'oreille moyenne, dans l'oreille moyenne, il y a de l'air enfermé derrière le tympan. Donc, il y a de l'air enfermé derrière le tympan. Lorsque l'avion monte, par exemple, ou descend, avion monte ou descend, c'est-à-dire décollage, atterrissage, qu'est-ce qui se passe? La pression, bien sûr, change rapidement. Donc, la pression change rapidement, puisqu'on a dit qu'il dépend de l'altitude, la pression change rapidement. Quelles sont les conséquences alors? Rapidement. Bien sûr, la pression dans l'oreille ne suit pas instantanément, hein, puisqu'on a dit que dans la cavité, c'est-à-dire dans l'oreille, derrière le tympan, il y a de l'air. Donc, on va dire que la pression de l'air dans l'oreille ne suit pas instantanément, ne suit pas, parce qu'il faut toujours du temps. Ne suit pas instantanément. Donc, conclusion, le tympan se déforme, comme le montre le schéma précédent montrant la trompe d'Eustache. Et par conséquent, sensation, bien sûr, d'oreille bouchée par exemple, ou bien des douleurs au niveau des oreilles. Donc ça, c'est vraiment les sensations qu'on ressent, bien sûr, hein, quand soit lors du décollage ou bien lors de l'atterrissage d'un voyage en avion, par exemple. En temps normal, elle est fermée normalement, hein, elle est fermée, et elle ne s'ouvre que lorsque
que lorsqu'on avale ou on baille. Hein, ce sont les cas où la trompe de stage s'ouvre. Et bien sûr, lorsqu'elle s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pression de l'air qui est à l'intérieur dans l'oreille, vous voyez, entre le tympan ou derrière le tympan, va s'équilibrer avec la pression extérieure, vous voyez? Donc, il faut un certain temps. Et par conséquent, cela laisse entrer l'air, cela laisse entrer l'air pour équilibrer la pression extérieure, vous voyez, pour équilibrer P extérieur. Donc, le problème, bien sûr, de l'avion, donc il y a des astuces. Astuces maintenant pour éviter la sensation d'oreille bouchée lors de l'atterrissage ou bien du décollage lors d'un voyage en avion. Avaler, avaler, puisqu'on a dit que lorsqu'on avale, la trompe de stage s'ouvre. Quand il s'ouvre, ben, il y a équilibrage bien sûr de la pression intérieure qui est derrière le tampon et puis la pression de l'air extérieur. Avaler soit salive, soit eau par exemple, hein, autre. Si on mâche par exemple, mâcher du chewing-gum par exemple, hein, si on en a, voilà. Bailler volontairement. Hein, si on baille, on a vu que ça s'ouvre. Hein, bailler volontairement. Voilà. Et puis, peut-être qu'il y a aussi autre chose. Bien sûr, ces astuces entraînent une adaptation du corps à la variation de la pression extérieure ressentie, si vous voulez. Vous voyez? C'est-à-dire que la pression de l'air qui se trouve derrière le tympan dans l'oreille moyenne va être à la même pression que la pression extérieure. Et dans ce cas-là, ben, on n'aura pas la sensation d'oreille bouchée ou bien des douleurs au niveau des oreilles, par exemple. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Bon courage et à la prochaine.